Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes par fonction totalement dans l'actualité puisque la Catalogne pose un problème inédit à l'Europe. Le président du Parlement catalan, Carles Puigdemont, je savais que j'aurais du mal à dire correctement son nom, est décidé à déclarer l'indépendance de sa région, il le disait il y a 2 jours. Dans les prochains jours, nous allons appliquer les résultats du référendum. Soyons calmes, sereins, tranquilles. Ce que nous allons faire, c'est ce que d'autres populations ont déjà fait. Pour commencer par le début, Nathalie Loiseau, le gouvernement français considère-t-il le référendum qui s'est produit en Catalogne comme un événement légitime ou comme un événement illégal? Légal, illégal, légitime, illégitime? C'est un événement qui est contraire à la Constitution espagnole, qui a été décidé de manière unilatérale et sur lequel il n'y a pas eu de contrôle démocratique de la consultation. Il n'y a pas eu de contrôle de la qualité des listes des électeurs. Il n'y a pas eu de contrôle de la manière dont le vote s'est déroulé, ni des bulletins, ni de quoi que ce soit. Et pas davantage sur les résultats. Donc sur cette base-là, toute déclaration d'indépendance de la Catalogne serait reçue par le gouvernement français comme une déclaration illégitime. Ce serait une déclaration unilatérale, contraire à la Constitution espagnole. Et de quoi parle-t-on? On parle de l'Espagne, c'est-à-dire qu'on parle d'une grande démocratie. Le droit à l'autodétermination, il existe dans le droit international, mais il ne s'applique pas sur ce type d'initiative unilatérale, là où il n'y a pas eu violence, là où il n'y a pas eu conflit, là où il n'y a pas eu violation des droits de l'homme. La France, pour être encore plus précis, la France ne reconnaît pas le référendum qui a eu lieu. C'est une initiative qui n'est pas constitutionnelle et en Espagne, comme ailleurs en Europe, nous sommes très attentifs au respect de l'état de droit. Il nous arrive de pointer du doigt des États de l'Union européenne quand ils ne respectent pas l'état de droit. Là, cette initiative, elle est contraire à l'état de droit. Le référendum a eu lieu dimanche. Dimanche, nous avons vu des images assez terribles auxquelles nous ne sommes pas habitués. Des policiers qui entrent dans des bureaux de vote, qui saisissent des urnes, qui molestent des électeurs. D'ailleurs, un sondage Odoxa Consulting pour France Info et Le Figaro indique que 79% des Français sont indignés par ces images et l'image qu'a donc donnée l'État espagnol à Barcelone et en Catalogne ce dimanche. Il y a aussi, à partir de cette violence, des réactions d'électeurs catalans qui étaient assez marquantes. On écoute l'un d'entre eux. C'est une honte, je suis catalan, je suis de Barcelone et aujourd'hui, c'est le jour le plus triste que nous ayons vécu dans cette ville. Jamais nous n'avons vu un tel niveau de répression. On dirait que l'on est sous l'ère franquiste. C'est comme une dictature. Ces scènes-là de policiers qui entrent dans des bureaux de vote, quelle qu'était la constitution des bureaux de vote, vous l'avez dit, un acte unilatéral et contraire à la constitution espagnole, mais ces scènes-là, elles sont quand même choquantes et contraires d'une certaine manière aux valeurs de l'Europe que vous défendez. Il y a une situation de tension qui est évidente, qui est naturellement regrettable. Il y a une crise. Aujourd'hui, l'Espagne connaît une crise. Qu'est-ce qu'un pays comme la France doit faire dans ces conditions-là, dans un contexte comme celui-là? Ne pas mettre d'huile sur le feu, ne rien faire, ne rien dire, qui complique une situation que de toute façon, nous n'allons pas, nous Français, régler à la place des Espagnols. Certains appellent à une médiation. Certains seulement, oui. Oui. C'est-à-dire le président du gouvernement de Catalogne appelle à la médiation, pas le gouvernement de Madrid. Donc, pour faire une médiation, il faut que les deux parties soient d'accord, c'est pas le cas. Donc il faut laisser l'affrontement se poursuivre parce non, que visiblement... il faut appeler au dialogue, il faut appeler à une prise de parole et à une participation de toutes les forces politiques espagnoles sur ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, ce dialogue et cette prise de position, elle est en train d'avoir lieu. Il faut ne rien faire pour compliquer une situation qui est déjà bien assez comme ça. Ne rien faire, ne rien dire, pardon, mais c'est un peu court. Ne rien dire, je ne suis pas d'accord. Je viens de vous expliquer quelle était la position du gouvernement français. Vous avez dit ne rien faire, ne rien dire pour mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr. En effet, c'est quand même une situation qui concerne un de nos partenaires... Qui concerne les Espagnols. Principaux. Ce qui se passe en Espagne concerne la France, non? Oui, mais est-ce que nous avons une baguette magique? Est-ce que nous sommes plus intelligents que les Espagnols? Donc on ne dit rien. La répression policière de dimanche dernier... C'est une tension, je l'ai dit. Le référendum, il est illégal et anticonstitutionnel, je l'ai dit. On prend position, mais on ne vient pas se mêler d'un règlement. C'est pas la France qui va régler la situation en Catalogne. Il faut être raisonnable. Le désir d'indépendance, c'est quelque chose des Catalans, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre.
Alors, de combien de Catalans, je ne le sais pas. De certains il y en a quelques-uns, au moins. Écoutez, le Parlement régional est dominé par le courant indépendantiste. C'est donc qu'il y a quand même, dans cette région-là, une aspiration. Il y a une aspiration qui, quelque part, pour certains des Catalans indépendantistes, m'inquiète parce qu'on la retrouve ailleurs en Europe. Et c'est surtout une aspiration à une forme d'égoïsme régional. On a vu la même chose dans le nord de l'Italie, il y a quelques années, où l'on entendait des politiciens dire « Pourquoi payer pour les pauvres du sud de l'Italie ?» On a entendu certains Catalans dire « Après tout, nous sommes la région la plus riche, nous n'avons pas à payer pour les plus pauvres. » Si toute l'Europe fonctionne comme ça, l'Europe va se déliter. C'est inacceptable. On le voit aussi en Écosse, parce que les Écossais, majoritairement, ont voté pour le maintien dans l'Europe et non pas pour le départ, comme la majorité des Britanniques. Donc les courants indépendantistes ont parfois des motivations diverses. Il y a des motivations diverses. Alors, sur l'Écosse, précisément, je rappelle que quand il y a eu un référendum sur l'indépendance ou pas l'indépendance de l'Écosse, ce référendum, il était organisé, il était légal. C'est une grande différence quand même. Il faut éviter les amalgames parce que c'est pas toujours très juste. Une chose pourra peut-être paraître à ceux qui nous écoutent insatisfaisante dans votre discours, Nathalie Loiseau, c'est que finalement, de manière assez commode, vous dites, beaucoup de gens disent en Europe que les Espagnols se débrouillent entre eux. C'est pas forcément commode parce qu'on aimerait que la crise trouve un règlement, mais il faut être aussi lucide. Qui peut sortir l'Espagne, la Catalogne de la crise? Les Espagnols. Les Espagnols. Et donc, si le gouvernement espagnol emploie la force pour cela, eh bien, au fond, nous n'allons pas faire de commentaires ni nous mêler de cette histoire. Mais on regrette la tension. C'est vrai que les images qu'on a vues dimanche... Vous appelez ça tension, mais c'est un peu plus que ça, c'était de la violence. Écoutez... les images étaient violentes, vous les avez vues comme nous. La répression d'un trouble à l'ordre public, c'est rarement une partie de plaisir et un lit de rose. On a aussi entendu des chiffres mis en avant par les indépendantistes sur les blessés, qui étaient souvent invérifiables. Je reviens sur ce que j'ai dit en commençant. On est dans un pays démocratique. Il n'y a pas de crainte de violation des droits de l'homme en Espagne. Ça n'est pas vrai. Trouble à l'ordre public, c'était des urnes qui étaient dans des salles de classe. Oui, mais enfin, c'était un trouble à l'ordre public. C'était une consultation qui n'était pas légale, j'y reviens. Ouais. Si demain, n'importe qui en France décide qu'il fait une consultation n'importe comment, est-ce qu'on l'acceptera? Je ne crois pas. Vous restez avec nous, Nathalie Loiseau. Il est 8h40, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet. Un Français sur deux favorable à la tenue de référendum d'autodétermination en France, dans des régions à forte identité, la Corse ou le Pays Basque. Mais il faudrait que les conditions démocratiques soient irréprochables, disent ces interrogés, d'après le sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. En revanche, pour les 2/3 des Français, l'indépendance de la Catalogne serait une mauvaise chose pour l'Espagne. Des centaines de policiers de Las Vegas réunis cette nuit pour un hommage à l'un des leurs, le seul membre des forces de l'ordre parmi les 58 victimes de Stephen Paddock, le tueur dont on sait désormais qu'il avait minutieusement préparé ce massacre. L'enquête révèle des repérages lors de précédents festivals à Boston ou à Chicago. Le Nicaragua, le Costa Rica, le Honduras, 3 pays frappés par la tempête tropicale Nate. 22 morts, près de 30 disparus après des pluies diluviennes. Une tempête qui pourrait se transformer en ouragan à l'approche du Mexique et des États-Unis. Et puis pour la première fois, les pharmaciens vont pouvoir vacciner eux-mêmes contre la grippe. Dans 2 régions, début de l'expérimentation aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. La campagne nationale est lancée avec l'arrivée des vaccins contre cette grippe saisonnière dans toutes les pharmacies françaises. France Info. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. La Catalogne, l'Espagne, on en a parlé, mais d'autres crises menacent l'Europe. La Grande-Bretagne veut sortir de la construction européenne. Elle n'était pas dans l'euro, mais elle était évidemment associée à la marche de la communauté européenne. Mais la sortie de la Grande-Bretagne est difficile. On écoute Michel Barnier, chargé pour l'Europe de régler ce différend avec la Grande-Bretagne. Et Michel Barnier reconnaît que les choses avancent difficilement. On l'écoute. Il n'y a pas de rançon, il n'y a pas d'exit bill. Il y a simplement le fait qu'au moment où vous décidez de partir, nous vous demandons de solder les comptes, ni plus ni moins, de payer ce à quoi vous vous êtes engagé. Où en est-on avec la Grande-Bretagne et est-ce que la sortie de ce pays de l'Europe se présente, on en a l'impression, assez mal finalement? Alors ça prend du temps et ça prend même trop de temps. Ce sur quoi on s'est mis d'accord entre les 27 d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre, c'est une séquence de négociations où on commence par discuter des conditions du retrait
avant de parler d'une relation future qui sera forcément étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est sur les conditions du retrait que les négociations n'avancent pas assez vite. On a entendu Michel Barnier, on a la chance d'avoir un négociateur que je qualifierais d'exceptionnel au nom des 27, qui discute avec les Britanniques. Pour le moment, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Britanniques sur la facture. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire ce que le Royaume-Uni a accepté comme engagement juridique et donc financier en tant que membre de l'Union européenne. Si on veut construire une relation de confiance pour l'avenir, il faut être en capacité d'avoir confiance sur la manière dont on solde le passé. On n'y est malheureusement pas encore. Quelle est, selon les dirigeants européens, la facture que doit acquitter la Grande-Bretagne? Quel est le montant? La question n'est pas forcément celle du chiffre, mais celle de la méthode de calcul, de ce qu'on inclut dans le règlement et la manière dont on le calcule. C'est déjà là-dessus qu'il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a des chiffres très contradictoires qui circulent. 40 milliards, 25 milliards, on sait pas, c'est du simple les au chiffres double. contradictoires sont des chiffres britanniques qui sont généralement contestés par d'autres membres du gouvernement britannique juste après. On l'a vu notamment ce week-end avec le congrès du Parti conservateur britannique. La situation politique intérieure à Londres est particulière et ne rend pas les choses très faciles. Oui, on voit un Premier ministre, Theresa May, fragilisé. On l'a vu notamment lors de son discours mercredi devant le parti des conservateurs. Elle n'arrive même pas, peut-être que l'inconscient parle quelque part, à prononcer correctement son discours. Écoutez, ça, j'ai pitié pour elle, parce que quand on est politique, il arrive qu'on ait des extinctions de voix. Ça m'est même arrivé assez souvent à une certaine époque. Ça, elle n'y est pour rien. Mais c'est plutôt sa situation politique qui est compliquée. Elle n'y est pour rien, mais enfin, du coup... C'est psychosomatique. C'est ça, sa prestation devant le congrès du Parti conservateur ne l'a pas renforcée, Satou l'a même plutôt affaibli. Est-ce que, évidemment, à la place où vous êtes, vous faites de la diplomatie, donc c'est compliqué, mais est-ce que Theresa May, dans sa situation de fragilité, ne complique pas encore le processus de dialogue avec l'Union européenne ? Elle a dit des choses très intéressantes avant le congrès du Parti conservateur. Elle a fait un discours à Florence, où elle a... donner des signes plus constructifs d'avancer sur la manière dont on allait pouvoir essayer de travailler ensemble, notamment en travaillant à une période de transition. C'est vrai que mars 2019, c'est demain. Imaginez que l'Union européenne et le Royaume-Uni peuvent se séparer d'ici là, en ayant aujourd'hui aussi peu progressé dans les négociations, c'est compliqué. Alors travailler sur une période de transition, pourquoi pas, mais à partir du moment où le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, il n'aura pas les mêmes droits que s'il était État membre. C'est là-dessus qu'il faut qu'on discute. Et c'est là-dessus que, visiblement, les Britanniques ne veulent pas céder grand-chose. Vous redouteriez que Boris Johnson, qui est ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, devienne le Premier ministre? Il a l'air moins accommodant peut-être que Theresa May. Écoutez, je n'ai pas à décider à la place des Britanniques, et les conséquences de celui ou celle qui dirige le gouvernement britannique, c'est d'abord les Britanniques qui doivent les mesurer. Il est plus dur en matière de position de négociation. Il veut ce qu'on appelle un hard Brexit. Il veut trancher net. Mon sentiment, c'est que ça n'est bon ni pour l'Europe, ni pour le Royaume-Uni. L'Europe est aussi l'objet d'une contestation ici, en France. On a vu ce débat se nouer cette semaine à l'Assemblée nationale. Les députés de la France insoumise souhaiteraient que le drapeau européen qui est dans l'hémicycle, alors il y est depuis 2008, pas depuis très longtemps, mais depuis 2008, soit retiré, que ne demeure que le drapeau français. Hugo Bernalicis, qui est l'un des députés de la France insoumise, s'exprime devant une commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale sur ce thème. Nous pensons qu'il y a une difficulté à mettre un drapeau qui ne fait pas consensus. Donc si le drapeau ne fait pas consensus, dans l'hémicycle, il faudrait le retirer. C'est vrai que c'est le Parlement français qui est souverain et le drapeau européen n'a peut-être pas sa place dans cet hémicycle. C'est indigne de dire une chose pareille. C'est vrai ? La France est membre fondateur de l'Union européenne. Ouais. Monsieur Mélenchon, qui est à l'origine de cette initiative malheureuse, a été député européen pendant des années et je ne l'ai pas vu s'émouvoir de se rendre à Strasbourg ou à Bruxelles devant le drapeau européen. Le seul pays membre de l'Union européenne qui a décidé de retirer le drapeau européen de ses bâtiments publics, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Je vous laisse réfléchir au parallèle qu'il peut y avoir entre ce régime hongrois et les initiatives du parti de M. Mélenchon.
Mais le drapeau européen dans l'hémicycle, c'est un usage récent. Oui. 2008, c'est Bernard Accoyer, qui était président de l'Assemblée nationale, qui a décidé de le mettre à côté du drapeau français. Il n'y était pas avant 2008. Après tout, s'il n'y est pas après il a toute 2017, sa place. c'est pas très Nous grave. sommes membres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'amendement qui a été présenté par la France insoumise a été battu par une majorité de En députés. commission. Oui. C'est un symbole. Mais c'est aussi révélateur, peut-être, on le sait, d'un désamour, pour ne pas dire pire, de beaucoup de Français vis-à-vis de l'Europe. Vis-à-vis de l'Europe. Alors, beaucoup de Français, je ne sais pas, parce que on vient de faire un test grandeur nature, l'élection présidentielle. Mhm. Il y avait face à face au deuxième tour un candidat qui était résolument et très audacieusement pro-européen, Emmanuel Macron, et une candidate que je ne qualifierais pas d'eurosceptique, parce que ce serait lui faire trop d'honneur, mais d'europhobe, qui déteste l'Europe et qui, à mon avis, ne la comprend pas. Tout en ayant été, elle aussi, députée européenne, je relève le paradoxe. Lequel a gagné ? Et largement ? Si on va par là, si on regarde les scores au premier tour de tous les candidats europhobes, comme vous dites, ou eurosceptiques, on n'est pas loin de la moitié. Donc ça fait beaucoup de Français. 15 millions de voix à peu près. Peut-être pas une majorité, vous avez raison, bien entendu, puisque Emmanuel Macron a eu des positions sur le sujet. Mais enfin, ça existe, ce sentiment en France. Vous pouvez Moi, pas ce le que je nier. crois, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'Europe. D'ailleurs, les sondages le mesurent très bien, les eurobaromètres. Mhm. Il y a beaucoup d'espoir et il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Et ça, il faut absolument l'entendre. Et il faut faire en sorte que la voix des citoyens porte davantage en Europe. C'est la raison pour laquelle nous voulons organiser l'année prochaine ce que nous avons appelé des conventions démocratiques, c'est-à-dire tout simplement des grands débats à travers toute l'Europe et notamment à travers les territoires français pour entendre ce que les citoyens pensent des politiques européennes. La question, c'est pas qu'est-ce que vous voulez faire de l'Europe, parce que là, on y répond difficilement. C'est quelles sont les politiques européennes que vous approuvez, que vous voudriez voir davantage efficaces, que vous voudriez voir différentes, de quoi l'Europe devrait arrêter de se mêler, peut-être. Tout ça, il faut le demander aux citoyens pour pouvoir décider de la manière la plus démocratique possible. Nathalie Loiseau, vous restez avec nous. 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet. La reprise économique mondiale s'installe durablement. D'après Christine Lagarde, la directrice du FMI, à quelques jours de la parution de nouvelles prévisions sur la croissance mondiale qu'elle annonce optimiste. Hier, c'est l'INSEE qui a relevé sa prévision de croissance à 1,8% en France pour cette année. La note de la dette catalane pourrait-elle être dégradée par Fitch ? L'agence de notation financière, en tout cas, l'a placée sous surveillance. L'agitation dans la région entraîne également un déménagement, celui de la deuxième banque de Catalogne, qui transfère son siège social hors de la région après que son cours en bourse a dégringolé la veille. La mort de l'un des deux frères touchés par balle hier à Grigny, en Essonne, deux jeunes hommes de 26 et 28 ans, atteints au niveau de la tête. L'aîné des deux n'a donc pas survécu cette nuit, c'est ce qu'annonce le parquet d'Évry. Une nouvelle veillée ce soir à Rieux-la-Pape, à la mémoire de Morane et Laura, les deux jeunes femmes tuées à Marseille dimanche. Leurs obsèques ont eu lieu hier en présence de centaines de personnes près d'Aix-en-Provence. Et puis, la lutte contre l'armement nucléaire, grande favorite du Nobel de la paix pour cette édition 2017. Le lauréat du prix doit être annoncé depuis Oslo tout à l'heure en fin de matinée. France Info. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Le 8 septembre, c'était à Athènes et il parlait de la réforme du Code du travail devant les Français qui se trouvent dans la capitale grecque. Emmanuel Macron avait déclaré ceci. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et mercredi, à Égletons en Corrèze, Emmanuel Macron a déclaré ceci. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Alors les fainéants, le bordel, ça a suscité beaucoup de commentaires et je vous propose d'écouter, pour être dans la tonalité, celui de Christian Jacob, qui était l'invité de France Info à votre place hier, Nathalie Loiseau. C'est de l'arrogance. Tout cela est fait à dessein. Il n'est pas pris par une perche par hasard. C'est de l'arrogance. On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. C'est vrai ? Il ne supporte pas la contestation, Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il emploie des mots que parfois, quand on est parent, on demande aux enfants de ne pas employer.
Il a regretté le terme qu'il a employé. Alors, ce n'était pas un discours public, c'était une conversation privée qui a été captée par des caméras et des micros, mais ça n'était pas destiné à être public. Je crois quand même que c'était aussi du parler vrai. On a trop reproché aux politiciens de manier la langue de bois ou la langue des technos. Je crois que ce qu'il a dit à Égletons en particulier, c'était une certaine forme d'exaspération à un moment où le gouvernement a une politique très déterminée en matière de formation professionnelle. C'est 15 milliards d'euros sur 5 ans qui vont être dédiés à la formation professionnelle. À un moment où le gouvernement a vraiment déployé beaucoup d'efforts pour sauver cette entreprise de la Creuse, GMS, oui. qui était menacée de fermeture et dans laquelle le climat social était tellement tendu qu'il était extrêmement difficile de trouver des repreneurs. Aujourd'hui, des emplois ont été sauvés, d'autres possibilités d'emploi existent. Ceux qui restent dans la posture systématiquement négative et pas dans la construction d'une solution, c'est vrai que pour un homme politique qui veut avancer, qui veut régler des problèmes, ça finit par être exaspérant. C'est une forme, il ressent ça comme une forme d'ingratitude. Je fais des choses pour vous et vous, en retour, vous mettez le bazar. Bah vous, certains, pas tous bien sûr, mais ceux qui restent dans le positionnement purement politicien, vous avez cité Christian Jacob, il est dans l'opposition, donc malheureusement, souvent aujourd'hui, la politique, ça se réduit à l'exploitation des petites phrases, alors que la politique, c'est autre chose que ça. On peut aussi respecter les gens qui manifestent. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Tout le monde est d'accord que tout le monde respecte les manifestants. Si vous revenez à la le phrase mot utilisé d'Athènes... n'était pas une forme de respect évidente, mais bon. Il a parlé des hommes politiques. Quand il parlait des fainéants, je peux vous assurer que j'y étais. Le bordel, c'était pas les hommes politiques, c'était les gens qui manifestaient. C'était ceux qui ont refusé de rencontrer le ministre qui était avec lui et qui avait travaillé sur GMS, qui ont refusé de le voir, qui ont préféré manifester dehors que de rencontrer quelqu'un qui avait peut-être des propositions à leur faire. Vous étiez à Athènes. J'étais à Athènes, oui. Voilà, donc quand le président de la République évoque les fainéants, ouais. dont on a pu penser quand même que c'était plutôt les manifestants que ses prédécesseurs. Mais enfin, non, dont certains ont voulu exploiter la phrase en disant c'est ça. Moi, je peux vous dire, j'y étais, et je partage complètement son point de vue. Oui. On arrive après des années de paresse politique et de manque de courage politique. Il y a des décisions dont tout le monde savait qu'elles devaient être prises et qu'on a repoussées parce qu'il y avait des échéances électorales, parce qu'il ne fallait contrarier personne. Mais quand il dit « je ne céderai pas aux fainéants », il a l'air de parler de quelqu'un qui est plutôt contemporain que dans le passé. Mais ce n'était pas tout à fait ma question. Il y a une règle que parfois les responsables politiques sortent quand ça les arrange, au fond. On ne commente pas la situation politique française quand on est à l'étranger. Il était devant la communauté française. Emmanuel Macron, ah oui, mais il était quand même à Athènes. Oui, mais il était devant la communauté française et la question. Et il s'affranchit de cette règle. Écoutez, je crois qu'il s'affranchit de pas mal de tabous, oui. Oui, mais ça ne peut pas, à un moment, être préjudiciable à l'action de s'affranchir de tabous. Je crois que c'est d'abord un homme d'action et je crois que le gouvernement montre aujourd'hui que depuis quelques mois, il n'a pas chômé et qu'il a beaucoup agi. Un autre sujet qui concerne l'Europe de manière induite, on parle beaucoup de fiscalité dans la période, puisqu'on discute du budget, modification de l'impôt sur la fortune, avec l'espoir de voir des fortunes revenir en France puisqu'elles se sont expatriées, par exemple en Belgique, on ne parle pas de la Suisse, mais de la Belgique à l'intérieur de la communauté européenne. Une harmonisation fiscale, c'est possible ou c'est hors d'atteinte? C'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire parce que l'Europe n'est forte que quand elle est unie face à une mondialisation où l'Europe est confrontée à des géants américains, indiens, chinois, brésiliens. Donc quand les États de l'Union européenne se font concurrence entre eux, notamment une concurrence fiscale, c'est toute l'Europe qui est affaiblie. C'est tout le sens de ce que nous poussons comme initiative, par exemple, comme au sujet de la taxation des géants de l'Internet, ce qu'on appelle les GAFA. Et, nous avons commencé à proposer une initiative entre Français et Allemands. Aujourd'hui, il y a 19 pays de l'Union européenne qui sont d'accord avec nous. Et s'il faut harmoniser alors la situation fiscale, qui doit faire le chemin? Ceux qui ont des impôts plus bas que nous doivent les augmenter pour nous faire plaisir, ou c'est nous qui devons baisser les impôts? Alors, nous allons baisser l'impôt sur les sociétés. Ah oui, les sociétés. Ah ben oui, bien sûr, mais ça n'est pas négligeable, croyez-moi, parce que nous étions très au-dessus de la moyenne. Mais certains États de l'Union européenne... On a 10 points de prélèvement obligatoire supérieurs par rapport à l'Allemagne, par exemple. Oui, mais on ne met pas forcément la même chose parce que nous avons des transferts sociaux qui se font en France et qui ne se font pas de la même manière dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais on a des pays qui sont dans le dumping fiscal. Quand un pays comme la Hongrie décide qu'il descend l'impôt sur les sociétés à 9%, ça c'est du dumping. Votre budget a augmenté ou baissé puisqu'on parle de
Alors moi, je n'ai pas de budget propre, c'est le budget du ministère des Affaires étrangères. Il a un petit peu augmenté. Il faut voir qu'on travaille dans 180 pays avec des taux de change et qu'il faut être capable notamment d'assurer la sécurité de nos diplomates à l'étranger. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, était l'invitée de France Info ce matin.